Salut à tous. Nous sommes le mardi 17 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, Derek. Ravi d'être avec toi, Nima. Joyeuse Saint-Patrick. Oui, heureux d'être ici. Larry, laissez-moi commencer par la dernière nouvelle concernant Joe Kent, le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Il a démissionné pour protester contre la guerre imposée à l'Iran. Il a déclaré « Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. » Et Donald Trump a réagi, parlant de ce qui s'est passé et de ce qu'il pense de la démission de Joe Kent. Voici ce qu'il a dit. Votre directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, Joe Kent, vient de démissionner aujourd'hui. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas soutenir votre conflit avec l'Iran. Quelle est votre réaction à cela? Eh bien, j'ai lu sa déclaration. J'ai toujours pensé que c'était un type sympa, mais j'ai toujours trouvé qu'il était faible sur la sécurité. Très faible sur la sécurité. Je ne le connaissais pas bien, mais il avait l'air plutôt sympathique. Mais quand j'ai lu sa déclaration, j'ai compris que c'était une bonne chose qu'il soit parti. Parce qu'il a dit que l'Iran n'était pas une menace. L'Iran était une menace. Tous les pays savaient à quel point l'Iran représentait une menace. La question était de savoir s'il voulait ou non faire quelque chose à ce sujet. Et beaucoup de gens, parmi les plus grands experts militaires, disent depuis des années que les présidents auraient dû éliminer l'Iran parce qu'ils voulaient une arme nucléaire. Si nous n'avions pas mené l'attaque, ou pour aller plus loin, si je n'avais pas mis fin à l'accord nucléaire iranien, l'un des pires accords jamais conclus par Barack Hussein Obama. Vous vous souvenez quand ils ont envoyé des Boeing 757 là-bas remplis d'argent liquide? Oui, tu as la lettre sous les yeux? Tu as la lettre de Joe Kent sous les yeux? Oui. Lis à peu près le 3e paragraphe en partant du bas, celui qui parle de sa femme. Laisse-moi juste le retrouver ici. Oui, il parle du fait que sa femme a été perdue en Syrie, qu'elle a été tuée en Syrie. Oui, et c'est pour ça qu'il déteste la guerre. C'est pour ça qu'il ressent cela à propos de ces guerres sans fin au Moyen-Orient. Et tu connaissais déjà Joe Kent. Joe Kent était vraiment une figure emblématique du mouvement MAGA. C'était une véritable bête du MAGA auparavant. Et le voir faire cela, un peu comme Charlie Kirk ayant son épiphanie à propos d'Israël, est remarquable, car il était un chien d'attaque pour le MAGA. C'est pour cela qu'ils l'ont placé dans le poste qu'il occupait. Et les remarques de Trump à ce sujet étaient tout simplement stupides, vraiment stupides. Tout le monde sait que Donald Trump et Joe Kent étaient assez proches. Il ne l'aurait pas nommé à la tête du Centre de lutte contre le terrorisme s'il ne l'avait pas été. Donc ce revirement et cette expression de douleur causée par la perte de sa femme me montrent que Joe Kent a eu sa propre épiphanie sur ce qu'est réellement cette guerre et sur ce qu'était vraiment la Syrie, car c'est bien ce qu'il dit en réalité. Et tout ce que Trump a fait en ce qui concerne cette région, et d'ailleurs en ce qui concerne aussi l'Ukraine, le Venezuela, et potentiellement Cuba, et même en menaçant le Groenland, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump. En d'autres termes, il est pire que n'importe lequel des pires empereurs du bas empire romain d'Occident que nous pensons si bien connaître, que ce soit Caligula, Néron ou tout autre qui se trouvait plus ou moins au bas de l'échelle. Trump est pire. Et c'est ce que dit Joe Kent. Charlie Kirk l'a dit à propos du lien avec Israël. Maintenant, Joe Kent l'a dit à propos de Donald Trump.
Vous attendez-vous à ce que Tulsi Gabbard fasse quelque chose? Je pensais à ça ce matin. Qui sera le prochain? Ce doit être Tulsi. Elle doit absolument faire quelque chose pour ressusciter son avenir. Ce n'est pas une femme stupide. Elle est intelligente, c'est une bonne politicienne. Elle avait les bons instincts à propos du JCPOA après l'avoir étudié attentivement. Elle en savait plus que moi quand je suis allé la briefer. J'ai interrompu le briefing. J'avais amené 3 experts avec moi, dont Trita Parsi, et j'ai dit « Madame, Congresswoman, nous n'avons pas besoin de vous faire perdre votre temps. Vous en savez plus que nous. Tout ce que nous allons faire, c'est conclure ce briefing, quitter votre bureau et vous demander d'être avec nous plutôt que contre nous. » Et elle a répondu « Je prendrai ma décision. J'étudie encore la question. » Donc elle doit se reconstruire. Elle a beaucoup de potentiel. Elle est encore jeune. Mais si elle reste sur ce navire jusqu'à ce qu'il coule, elle est finie. Tout le programme, Larry, s'effondre d'une certaine manière. Non seulement parce que tu sais, on voit que les Européens ne sont pas très intéressés à s'impliquer dans une offensive contre l'Iran. Cela montre qu'il se passe quelque chose, non seulement aux États-Unis, mais aussi en dehors. Parce qu'on ne peut pas dire jusqu'à présent que les Européens n'ont pas été impliqués. Depuis le premier jour, ils essayent d'aider les États-Unis sur le plan défensif, et ils ont tenté de défendre Israël. Mais ils ne sont pas très enthousiastes. Ils ne veulent pas faire partie de cet effort offensif, avant tout. Ils considèrent cela comme une ligne rouge, on peut le dire ainsi. Mais tout le concept, toute la rhétorique s'effondre. Et on peut voir qui fait partie de l'establishment et qui n'en fait pas partie. Par exemple, Mike Johnson est intervenu aujourd'hui en défendant totalement Donald Trump. Et voici ce qu'il a dit, Larry. Oui, au sein du groupe des Oui, j'ai reçu tous les briefings. Nous avions tous compris qu'il existait clairement une menace imminente. L'Iran était très proche d'enrichir du matériau nucléaire et il construisait des missiles à un rythme que personne dans la région ne pouvait suivre. Il dépassait largement nos alliés, nos amis et nous-mêmes en matière de capacité de défense, car nous avions du personnel et des installations partout, des membres des forces armées et des civils dans la région. L'Iran développait des missiles balistiques à une vitesse fulgurante, et nous savions que leur plan était de les tirer sur des Américains. Le commandant en chef et son administration ont dû prendre une décision extrêmement difficile. Je ne sais pas d'où Joe Kent tire ses informations, mais il n'était clairement pas présent à ces réunions d'information, car le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, tout le monde, le chef d'état-major interarmé, le général Kane, tous disposaient de renseignements d'une précision exceptionnelle. Nous savions que c'était un moment critique pour nous. Si le président avait attendu, je suis personnellement convaincu que nous aurions subi de nombreuses pertes. Des Américains, des militaires et d'autres personnes sur place, et que nos installations auraient été gravement endommagées. Nous devions donc agir. Le président estimait qu'il devait frapper le premier pour éviter ces pertes massives. Voilà le résumé. Je ne peux pas vous révéler la partie classifiée, mais c'est la version publique, et elle est exacte. Laissez-moi simplement vous dire ce qu'il n'a pas dit. Voici ce que Johnson aurait dit s'il avait été honnête et libre de ses mots. Peut-être au début, peut-être au milieu, peut-être à la fin. Nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes du côté de Jésus-Christ. Et nous allons triompher, car il est temps que Jésus redescende. Il est temps pour l'Armageddon. Il est temps pour la fin des temps. C'est ce que Mike Johnson aurait dit s'il n'avait pas pensé qu'il serait, à ce moment-là, politiquement mauvais de dire cela depuis le pupitre du président, parce que c'est Mike Johnson. Sinon, c'était surtout des mensonges. Il n'y avait pas de consensus.
Je n'ai plus aucun doute maintenant. Après avoir examiné la question plus en profondeur, il n'y avait pas de consensus. Et bien sûr, Kane, s'il ne s'y est pas opposé explicitement, il a donné suffisamment d'informations pour que n'importe quel commandant en chef doté d'un minimum de bon sens se dise « Peut-être que je ne vais pas m'engager là-dedans ». Prenne son téléphone, appelle Bibi Netanyahou et lui dise d'arrêter immédiatement, parce qu'il ne le soutiendrait pas, parce que Bibi n'y serait pas allé si le président avait tapé du poing sur la table et le lui avait dit. Johnson ment effrontément. Il ment effrontément. Johnson's lying through his teeth. He's lying through his teeth. Tu sais, la façon dont il parle, son point de vue, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont sortis voter pour Donald Trump. Ils pensaient que Donald Trump serait différent, mais ils voient qu'il est pareil. Et ces gens-là, comme Joe Kent, comme Tucker Carlson, ils sont juste... Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés de leur propre peuple, si l'on peut dire, parce qu'ils se sont laissés berner par beaucoup de gens qui avançaient des arguments auxquels ils étaient sensibles. Bon sang, moi aussi, je suis sensible à certains de ces arguments. Je comprends l'argument selon lequel nous n'avons pas besoin de faire des guerres au Moyen-Orient, des guerres stupides comme en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, et ainsi de suite. C'est ce que Trump disait, et c'est ce qui les a attirés vers lui. Il suffit de revoir ses déclarations. J'aurais aimé que Johnson ait Bibi Netanyahou sur l'écran de droite pendant qu'il parlait, là où Bibi répète encore et encore depuis 20 ans que l'Iran va avoir une arme nucléaire dans une semaine ou deux. L'Iran va avoir une arme nucléaire l'année prochaine. L'Iran en est à 90% d'enrichissement. Combien de fois Bibi a-t-il dit ça? Et Johnson vient de dire la même chose. Tout cela n'est que du baratin fabriqué pour soutenir un président qui s'est complètement renié sur son principe fondamental en matière de sécurité nationale. Plus de guerres stupides. Vous m'avez écouté, les gens. Et surtout, plus de guerres stupides au Moyen-Orient. C'est ce qu'il a répété sans cesse. C'est pour ça qu'ils ont voté pour lui, beaucoup d'entre eux. C'est pour ça qu'ils ont voté. Maintenant, il est en train de les perdre. Il les perd si vite qu'on dirait des rats quittant un navire en train de couler. Et Johnson va rester là jusqu'à ce que le navire sombre, parce que Johnson croit que c'est la fin des temps. Il croit que Dieu dirige cette guerre. Larry, que veut Donald Trump des Européens et des alliés de l'OTAN quand il dit qu'il ne nous aide pas? Voici Donald Trump en train de critiquer les Européens. Tous les alliés de l'OTAN étaient d'accord avec nous, mais ils ne veulent pas aider. Vous savez, malgré le fait que nous les ayons tant aidés, nous avons des milliers de soldats dans différents pays à travers le monde. Et ils ne veulent pas nous aider, ce qui est incroyable. Je veux dire, incroyable. Je n'ai pas exercé de pression maximale, parce que je pense que si je l'avais fait, ils l'auraient probablement fait. Mais nous n'avons pas besoin d'aide. Cette guerre est terminée. Elle a été menée depuis longtemps, pour autant que je sois concerné, presque depuis le premier jour. Nous avons détruit beaucoup de leurs ressources. Nous avons pratiquement anéanti la marine en quelques jours. Ils n'ont pas de marine digne de ce nom. Alors il a anéanti une marine qu'ils n'ont pas, justement, digne de ce nom. Il a détruit une force aérienne si vieille qu'elle ne pouvait même plus voler. La seule chose qu'ils ont, Nima, tu sais, la seule chose qu'ils ont, ce sont des missiles balistiques, et ils en ont beaucoup. Et tu sais, Churchill, on cite toujours Churchill pour tout ce qui a jamais été dit dans le monde. Mais Churchill disait que la seule chose pire que d'avoir des alliés, c'est de ne pas en avoir. Donald, tu dois retourner à l'école. Tu dois aller à l'école militaire. Tu dois apprendre ce que ça signifie de ne pas avoir d'alliés. Et il est en train de les perdre. Il les perd rapidement.
rapidly losing them. And he's losing them because they don't want to do stupid Et il les things perd like he does. parce qu'ils ne veulent pas faire des choses stupides comme lui. Et dans un cas au moins, le dirigeant espagnol, il le perd parce que ce type a un sens de l'éthique et de la moralité. Et au fait, saviez-vous que 2 autres pays se sont joints à la procédure contre Israël devant le tribunal? 2 pays de plus. Je pense qu'avant que tout cela soit terminé, nous aurons entre 30 et 40 pays qui se joindront à la requête de l'Afrique du Sud auprès du tribunal pour poursuivre Bibi Netanyahou. Et à chaque fois, de nouveaux pays s'ajoutent. Donc s'il entre dans ce pays, il est immédiatement arrêté. Each time that if he enters that country, he gets arrested immediately. Do you feel that Joe Penses-tu que Joe, tu sais, sait, je parle de la blague, sait-il quelque chose que nous ne savons pas en ce qui concerne les pertes humaines ou en ce qui concerne ce qui s'est passé jusqu'à présent? Parce que d'une certaine manière, quand il critique ce qui s'est passé en Syrie, cela montre qu'il se soucie aussi des vies américaines. Et ce n'est pas seulement à ce sujet. Et qu'est-ce que l'administration Trump communique? Il parle de 6 ou 7 pertes. Mais il y a eu aujourd'hui une interview sur Press TV avec un haut responsable du renseignement iranien et il a déclaré que les États-Unis avaient subi plus de 3200 pertes et des pertes d'équipement considérables au cours de la première semaine de la guerre. Et tu sais, les 2 versions ne se rejoignent pas. Les 2 images ne correspondent pas. Donc, beaucoup d'entre nous se demandent, est-il possible que Donald Trump cache quelque chose? Is that possible that Donald Trump is hiding something? Well, I know he's hiding casualties. I don't know Eh if bien, he knows je sais qu'il cache des pertes. because Je ne sais pas s'il sait qu'il cache des pertes, parce que les gens ont peur de lui dire la vérité, surtout si c'est une vérité désagréable. Ils ne veulent pas lui dire, et l'armée ne fait pas exception à cela. Elle ne lui dira rien non plus. Et revenons un instant en arrière pour dire que peu importe où l'on regarde dans l'histoire de l'Amérique, même en remontant jusqu'à George Washington et la guerre d'indépendance, un peu moins à cette époque, car Washington était probablement l'un des commandants militaires les plus intègres et éthiques que nous ayons jamais eus. L'Amérique a menti sur ses pertes pendant les guerres. Nous avons menti en Corée. Nous avons menti au Vietnam. Nous avons menti pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons menti pendant la Première Guerre mondiale. Wilson était un menteur invétéré. Nous ne disons jamais au peuple américain le coût réel de nos décisions d'entrer en guerre avant que la guerre ne soit bien terminée. in the full until well after the war is over. Take the German counteroffensive in the Ardennes, where Prenez la contre-offensive allemande dans les Ardennes, où nous avons perdu 78 000 hommes en moins de 4 semaines. 78,000 Cela représente plus de pertes que le général MacArthur n'en a subi pendant toute la guerre dans le Pacifique et le théâtre du Pacifique Sud-Ouest qu'il commandait. Et nous n'en avons parlé à personne. Nous ne l'avons pas dit au peuple américain. L'information n'est pas remontée immédiatement. Donc oui, il se passe beaucoup de choses, mais je ne sais pas si Trump le fait intentionnellement ou s'il est simplement mal informé. Je ne connais pas le chiffre total, mais je sais qu'il dépasse largement la centaine. Je ne pense pas non plus que les chiffres de l'Iran soient très exacts. Il n'y a tout simplement aucun moyen de les vérifier, car il y a un tel verrouillage de l'information réelle, à commencer par le grand verrouilleur en chef, Bibi Netanyahou. Par exemple, je pense que les pertes en Israël sont assez importantes. I think the casualties in Israel are fairly large, but he's not reporting anything. Mais il ne rapporte rien. Et les journaux, même Haaretz, disent des choses comme « Eh bien, un Israélien a été tué aujourd'hui en traversant la rue » ou « Un Israélien a été blessé, mais il ne l'a pas été grièvement, elle ne l'a pas été grièvement. » Peu importe. Une écolière a été touchée par un éclat d'obus provenant d'un drone qu'Iron Dome avait abattu. C'est ainsi qu'ils décrivent leurs pertes. Mais je sais qu'ils ont plus de victimes que cela. Je sais, par exemple, que 25 à 30% des plus de 90 000 réservistes rappelés se sont absentés sans autorisation, ne se sont pas présentés parce qu'ils ne voulaient pas aller au Liban. Donc les mensonges sont partout dans cette affaire, et ils le sont depuis le début.
Nous avons menti sur la diplomatie. Nous avons menti sur la guerre. Nous avons menti sur les pertes. Nous mentons sur la capacité de l'Iran à nous résister. Le président Trump dit simplement « Nous avons détruit leur marine ». D'accord. Quelle marine? Quel bateau avez-vous détruit? Vous avez détruit quelques petits bateaux, oui, quelques petits bateaux. D'accord. Vous en avez torpillé un en violation du droit international. Il se trouvait dans les eaux internationales, revenant d'un exercice avec l'Inde. Vous l'avez torpillé. Oh, voilà un autre crime de guerre à ajouter à notre actif. Je ne sais pas comment interpréter cette administration en ce qui concerne la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Ils ont bâti leur existence sur le mensonge. Il est donc extrêmement difficile de savoir ce qui se passe réellement. Nous savons par exemple que l'hôpital de Landstuhl en Allemagne, parce que nous avons du personnel sur place, et la presse en a même parlé, demandait aux femmes enceintes de partir. Il a dit aux civils en général de s'en aller. Normalement, il sert la communauté locale. Il dispose d'une capacité de traitement assez importante pour la partie centrale de l'Europe, afin d'envoyer les blessés vers les États-Unis ou ailleurs, selon l'endroit où ils doivent être soignés. Nous savons qu'ils ont interrompu les soins aux civils, et nous savons que des blessés arrivent à Landstuhl, mais nous ne savons pas encore combien. Nous n'avons personne sur place pour les compter à leur arrivée, mais nous savons qu'ils arrivent. Et nous savons, par exemple, que l'Iran a très soigneusement, méticuleusement même, détruit 4 ou 5 des radars les plus importants dans les pays voisins. Et lorsqu'ils ont neutralisé ces radars, ils ont fait des victimes. Ce sont des radars valant entre 200 et 300 millions de dollars. L'un d'eux, d'après ce que je comprends, valait un demi-milliard de dollars, 500 millions. Ils les ont tous détruits avec des drones et des missiles et nous ont aveuglés, nous ont privés de cette capacité pendant un certain temps. Et comme je l'ai dit, il y a eu des victimes sur chacun de ces sites lorsqu'ils les ont attaqués. Nous savons que l'ambassade à Bagdad a été touchée à l'intérieur de la zone verte, mais nous ne connaissons pas le nombre de victimes. Rubio le cache. Alors vous savez, comment saura-t-on jamais quel est le véritable nombre de victimes? Mais nous savons déjà qu'il y a eu d'importantes pertes, à la fois civiles et militaires. Lindsey Graham affirme que le refus de l'Europe de fournir une aide aux États-Unis dans la guerre contre l'Iran aura des conséquences vastes et profondes, car Donald Trump est plus en colère que jamais. Larry, laissez-moi vous poser la question, puisque vous n'avez pas eu le temps d'y répondre avec cet extrait. Que veulent-ils de l'Europe? De quoi l'Europe est-elle capable que les États-Unis ne peuvent pas faire dans le détroit d'Ormuz, par exemple? Eh bien, je ne pense pas que les États-Unis puissent le faire dans le détroit d'Ormuz. Vraiment pas. Ce qu'ils recherchent, c'est le type de soutien que, tout d'abord, l'armée espérait obtenir grâce à l'interopérabilité avec les forces de l'OTAN. Et à titre d'exemple, nous n'avons pas de véritable flotte de dragueurs de mines. Nous avons quelques navires qu'on a appelés dragueurs de mines parce qu'ils appartenaient à la classe LCS, vous savez, celui que Lockheed a lancé un jour, le premier qu'ils ont construit, et qui s'est brisé en deux. Donc c'est une classe de navires vraiment médiocre, si l'on en croit la plupart des marins. Mais nous les avons convertis. Nous ne voulions pas admettre que nous avions dépensé des centaines de millions de dollars pour des navires qui ne fonctionnaient pas et n'avaient aucune utilité. Alors nous les avons transformés en dragueurs de mines, dans certains cas. C'est un vrai problème. Certains d'entre eux ont une coque métallique plutôt qu'une coque en plastique stratifiée, donc ils ne sont pas très efficaces comme dragueurs de mines. Ils détectent les mines, ils attirent les mines s'ils ont une coque métallique.
Tout cela pour dire que nous dépendons d'autres pays de l'OTAN qui, eux, possèdent des dragueurs de mines, qui s'y entraînent en permanence et qui sont très compétents dans ce domaine. C'était censé faire partie de l'Alliance. Si nous entrions en guerre au titre de l'article 5, ils assureraient le dragage des mines. Il en va de même pour d'autres domaines spécialisés. C'est ce que nous cherchons ces domaines de spécialité que les pays de l'OTAN possèdent en plus grand nombre que nous, en particulier le dragage des mines, pour venir dans le Golfe et nous aider. Et ils ne veulent pas le faire, et je ne leur en veux pas du tout. Vu la manière dont Trump a traité l'Europe jusqu'à présent, si j'étais un dirigeant européen, je repenserais à Trump et je lui dirais « Espèce d'enfoiré, veux-tu que je passe l'enregistrement que tu avais de ton vice-président ici, à la conférence sur la sécurité de Munich? Veux-tu que je passe l'enregistrement de Marco Rubio en train d'en parler? Veux-tu que je passe ton enregistrement où tu parles de nous? Parce que c'est toi qui as provoqué cette rupture. » Maintenant, c'était principalement à propos de l'Ukraine. Mais il y a d'autres sujets aussi. Trump a fait des déclarations scandaleuses sur ce que l'OTAN pouvait apporter à la défense de l'Amérique, et ils ne les ont pas oubliées, et ils ont de vraies raisons de ne pas être très coopératifs. Le dirigeant espagnol, lui, agit, je pense, pour des raisons morales et éthiques, et je l'en félicite. Il a du courage moral, mais d'autres dirigeants le font parce qu'ils ont leurs propres problèmes, des problèmes importants. Regardez ce qu'ils viennent de faire dans l'Umainem. Ils ont adopté une loi à peu près au moment où l'opération militaire spéciale a commencé, il y a presque 5 ans, disant qu'ils n'achèteraient plus jamais de GNL arctique à la Russie. C'est vraiment charmant, l'accord qu'ils ont avec la Russie. Le gaz arrive sur des navires européens jusqu'à Bremerhaven ou au Havre, ou dans un autre port, et ils transportent tout sur leurs propres bateaux. Tout ce que fait la Russie, c'est de les ravitailler. La Russie reçoit l'argent et tout est parfait. Et les Européens ont du GNL à ne plus savoir qu'en faire. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent d'acheter tout le GNL arctique de la Russie et il va maintenant être expédié vers l'Europe. Et qu'ont-ils répondu? Quand quelqu'un de la presse a demandé, je regardais, je ne me souviens plus quel dirigeant c'était, pourquoi avez-vous fait ça? Vous aviez dit que vous ne le feriez plus. Vous punissez la Russie. Eh bien, ça ne commence que le 27 janvier. Pense-t-on vraiment qu'ils vont arrêter le 27 janvier? Bien sûr que non, ils ne le feront pas parce qu'ils ont besoin de ce GNL. Nous n'allons pas en fournir assez pour qu'ils puissent se passer de la Russie et ils devront finir par rouvrir les gazoducs vers Nîmes. La Russie n'est pas satisfaite de la manière dont les États-Unis mènent ce conflit en Iran. Pas du tout. Très bien, il faut donc composer avec la Russie. Il faut traiter avec elle à l'avenir. Sinon, vous serez, pardonnez-moi l'expression, complètement fichu sur le plan économique. Vous vacillez déjà à cause de ce que nous avons fait à Nord Stream. Ce que nous avons fait à Nord Stream, vous en subissez déjà les conséquences. L'Europe doit se ressaisir. Elle doit se réorganiser. Et l'une des choses qu'elle doit comprendre, c'est qu'elle ne peut pas faire confiance à Donald Trump, pas plus que Poutine ne le peut, pas plus que quiconque en Iran, ni nulle part ailleurs dans le monde. Voilà la réalité des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Personne ne peut nous faire confiance. Larry, le président du Parlement iranien, a déclaré que la situation dans le détroit d'Ormuz ne reviendrait pas à son état d'avant-guerre. Ils veulent vraiment changer complètement la donne au Moyen-Orient. Il semble que le détroit d'Ormuz leur donne une sorte de levier dont ils ont besoin. Ils n'en voulaient pas auparavant, ils ne voulaient pas aller aussi loin, parce qu'il n'y avait pas de guerre. Rien ne se passait. C'est pourquoi ils n'ont rien tenté dans le détroit d'Ormuz. En ce moment, la situation a totalement changé après l'assassinat du guide suprême de l'Iran
et ils sentent que la menace est à leur porte. and they feel that C'est the pourquoi threat ils doivent agir. is on the Comment doorstep. voyez-vous l'Iran That's gérer what le we have to détroit do d'Ormuz something. à l'avenir? And how do you see Iran going forward managing the Strait of Hormuz? I've been here and done that. I was one of the J'y ai déjà été et je l'ai déjà fait. J'étais l'un des planificateurs au commandement du Pacifique des États-Unis lorsque nous avons mis en œuvre l'opération Earnest Will, au cours de laquelle nous avons rebaptisé les pétroliers koweïtiens et les avons escortés à travers ces mêmes eaux, y compris le passage étroit du chenal nord et celui du chenal sud. La route qu'empruntent les grands pétroliers ne fait que quelques kilomètres de large. Le passage nord, si je me souviens bien, est très proche des côtes iraniennes. Le passage sud est plus éloigné, mais il reste tout de même vulnérable à une interception. Nous avions déjà un problème considérable à l'époque, même avec la contribution de nos alliés, et nous disposions d'une capacité assez importante pour le déminage, notamment grâce à des filets tractés par hélicoptère et autres moyens similaires. C'était extrêmement difficile. That was extremely difficult. Bridgerton was the name of the Bremerton, Bridgeton était le nom du MV, un grand navire à moteur, un bâtiment civil, qui a heurté une mine presque immédiatement. Le capitaine était vraiment furieux contre nous parce qu'il avait heurté une mine. Et soudain, tout a changé dans le monde en ce qui concerne les assureurs et les armateurs. Plus personne ne voulait expédier, plus personne ne voulait assurer, et les tarifs ont explosé. Nous avons persévéré. Le Samuel B. Roberts, un navire de guerre de la marine américaine, a heurté une mine et a failli couler. Il a dû regagner Norfolk tant bien que mal, si je me souviens bien, à environ 4 nœuds à travers l'Atlantique. Un autre de nos navires a été touché par Saddam Hussein, qui lui a tiré des missiles Exocet et l'a atteint. Et puis, bien sûr, il y a eu l'incident qui a poussé Khomeini à dire « J'abandonne ». Je peux combattre l'Irak, je peux vaincre l'Irak, mais je ne peux pas combattre l'Irak soutenu par les États-Unis. C'est à ce moment-là que le Vincennes, un nouveau croiseur Aegis, a abattu un Airbus iranien et tué 289 civils iraniens. C'est alors que Khomeini a dit cela, a jeté l'éponge et a accepté la résolution de l'ONU qui a mis fin à cette guerre brutale de 8 ans. La situation est très différente aujourd'hui. C'était difficile à l'époque. Très difficile. Cela nous a coûté ce que je viens de décrire. Nous avons fini par couler un destroyer iranien et nous allions larguer une bombe dans la cheminée du deuxième destroyer. Mais Ronald Reagan, le président de l'époque, nous a arrêtés parce qu'il pensait que nous avions déjà causé assez de dégâts. Dans ce cas précis, nous avons réussi à sécuriser le détroit pour que les navires puissent le traverser. Mais cela nous a coûté cher, et l'Iran n'avait alors rien de comparable à la capacité qu'il possède aujourd'hui. Et cette capacité, ce n'est ni sa marine, ni son armée de l'air. Ce sont ses missiles balistiques et ses drones. Ils peuvent semer le chaos dans ce petit bras de mer étroit. Ils peuvent semer le chaos dans tout le golfe Persique s'ils le souhaitent, y compris sur la soi-disant île interdite, comme les Iraniens l'appellent parfois. Karg ou Karg, là-haut, environ un tiers de la taille de Manhattan. Et cet endroit, vous le savez sans doute, existe depuis longtemps. Saddam Hussein a essayé de l'attaquer. Les Émirats arabes unis ont essayé de l'attaquer. Ils ont échoué. On peut y mettre 10 pétroliers en même temps et les ravitailler tous à la fois. C'est une installation formidable pour les Iraniens. L'eau y est très profonde, ce qui n'est pas le cas dans le reste du golfe Persique. Donc c'est une installation de premier ordre. Si nous essayons de la prendre avec des marines ou autres, ce que j'entends dire, que nous allons y débarquer des marines et tenter de la prendre. Je plains ces marines. Je plains tout ce complexe, car il sera probablement détruit de bien des façons après avoir survécu si longtemps à tant d'adversaires. Nous allons arriver et le détruire. Vous savez, le poète, j'ai oublié son nom, mais il l'appelle quelque chose comme « la perle orpheline du Golfe » en persan.
Je pense que ça se traduit ainsi. Et c'est un endroit extraordinaire quand on pense au reste du Golfe et à la capacité de l'Iran à acheminer le pétrole. Et d'ailleurs à d'autres pays comme l'Inde et la Chine qui reçoivent ce pétrole. Tout cela s'arrête. Le West Texas Intermediate monte à $200. On me dit qu'il est déjà au-dessus de $100. Le Brent fait la même chose. Et nous avons des armateurs qui veulent expédier, des assureurs qui veulent assurer, et nous revenons à l'embargo pétrolier arabe, dont vous vous souvenez peut-être, il y a bien longtemps. Vous étiez assez jeune à l'époque. Je ne pouvais même pas conduire de Fort Monroe en Virginie à Washington, D.C., parce qu'il n'y avait pas de carburant, pas d'essence. Nous revenons à cela sur une base prolongée si nous ne faisons pas attention. Et Trump a déjà épuisé la réserve stratégique de pétrole. Il réduit maintenant encore davantage les réserves pour tenter de faire baisser les prix du pétrole. Cela ne va pas fonctionner. Nous allons être dans de beaux draps, comme diraient les Coréens, et le monde aussi, si nous laissons faire. Si l'Iran parvient à empêcher les pays qu'il ne veut pas voir commercer de le faire, tout en laissant passer ceux qu'il souhaite, comme ceux qui approvisionnent la Chine, il peut gérer la situation. La question est, pouvons-nous, seuls, l'arrêter? Nous pouvons probablement rendre plus difficile l'interruption du flux, mais nous subirons de lourdes pertes en le faisant. Et pour revenir à votre question, si les Européens avaient apporté leur capacité de déminage et d'autres moyens de ce type, la situation n'aurait pas été aussi grave, mais ils ne le feront pas. Nous savons que le porte-avions Abraham Lincoln est loin des côtes iraniennes. Très loin maintenant. Ils ont encore avancé de 300 miles. Et pas seulement ça. Vous savez, le Gerald R. Ford retourne en Grèce. Et pendant que tout cela se déroule, on voit Donald Trump forcer les Européens à entrer dans cet échange. Cela montre que la guerre ne se déroule pas comme Trump le voudrait. Et ils ont vu la précision de ces missiles. Une précision au point près, comme celui qui a frappé l'installation à Bahreïn, en plein dessus. Ils ont vu les capacités de cette catégorie, et ils savent qu'il reste encore quelques classes de missiles, Mach 3, Mach 4, voire Mach 5, les missiles hyper véloces qu'on ne peut intercepter avec rien. Et ils craignent énormément de perdre un porte-avions. Tu parles de mettre Donald Trump sur la défensive et de t'assurer qu'il soit destitué. Abat un porte-avions américain. Inversement, cependant, les Iraniens doivent forcément y réfléchir, car j'ai été impressionné par leur capacité à raisonner de cette manière. Si nous perdons un porte-avions, 5000 Américains tués d'un seul coup, cela fera-t-il changer d'avis le peuple américain à propos de cette guerre? Car pour l'instant, les 3/4 des Américains ne la soutiennent pas, et ce chiffre augmente chaque jour, d'environ 1 point de pourcentage par semaine. Cela pourrait faire basculer l'opinion publique américaine dans une autre direction. Donc je serais extrêmement prudent à ce sujet aussi, si j'étais l'Iran. Mais en sont-ils capables? Absolument. Ouais. Quelle est la situation avec le système de défense israélien, Larry? On sait qu'ils sont attaqués de deux côtés, par l'Iran et par le Hezbollah. Oui, et parfois ils sont à peu près coordonnés en même temps. 200 missiles du Hezbollah arrivent, et vous savez, un nombre équivalent, pas tout à fait autant, mais des missiles iraniens plus dévastateurs arrivent. C'est mauvais. C'est mauvais. Et dans les médias israéliens grand public, on parle surtout de quel est le résultat de cette guerre? Quel est l'intérêt de la poursuivre? C'est la question qu'ils se posent maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Exactement.
Ils ne mouraient pas, ils ne saignaient pas, ils n'étaient pas terrifiés à en mourir. Je veux dire, ils vivent leur vie dans des abris souterrains. Donald Trump is trying to bring Syria in, Donald Trump essaie d'impliquer la Syrie. Tu sais, Jolani, Al-Jolani et sa bande, pour s'opposer au Hezbollah. Reuters a rapporté que les États-Unis encouragent une action syrienne contre le Hezbollah. Damas hésite, tu sais, mais c'est sûr. But You bet. You bet. They've seen what happens to the Kurds when they throw Bien sûr. Ils ont vu ce qui arrive aux Kurdes quand ils s'allient à l'Empire. L'idée que quelqu'un comme Jolani, ou les Kurdes d'ailleurs, n'importe lequel des groupes kurdes, rejoignent maintenant, alors qu'ils auraient l'Iran devant eux et Erdogan derrière eux, je ne pense pas. Je ne pense pas. Erdogan ne va pas regarder une chose pareille se produire sans réagir. Je sais qu'il n'a fait que parler jusqu'à présent, mais je pense que les Kurdes ont simplement refusé de faire ce que Trump voulait qu'ils fassent. Et je ne peux que les comprendre et compatir avec eux, car ils auraient eu les Iraniens devant eux avec ces nouveaux hélicoptères d'attaque envoyés par les Russes et Erdogan derrière eux. Erdogan adorerait avoir l'occasion d'écraser les Kurdes, quelle que soit leur composante. Vous savez, les Kurdes de Syrie, d'Iran ou d'Irak, même s'ils s'entendent plutôt bien maintenant avec Souleymaniye, Kirkouk, Mossoul et d'autres endroits du même genre, parce qu'ils ont trouvé un assez bon arrangement concernant le pétrole et tout le reste. Donc la Turquie ne se soucie pas trop des Kurdes du nord de l'Irak. Et apparemment, les Kurdes non plus ne se soucient plus trop de la Turquie. Vous savez, autrefois, la Turquie envoyait régulièrement des soldats dans cette région, tout au long de l'année, pour tuer des gens, ou les capturer, les ramener et les torturer. Et les Kurdes faisaient à peu près la même chose en retour, de l'autre côté de la frontière. Mais ils sont plutôt pacifiques maintenant, parce qu'ils sont plus ou moins satisfaits de la relation qu'ils entretiennent aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas des Kurdes d'Iran et de Syrie. C'est une toute autre histoire. Mais la réalité de ces Syriens, les soi-disant HTS, le soi-disant président syrien, c'est lui le chef du HTS, nous le savons. Ce qui est important, je pense, pour nous, c'est de prendre en compte que ces types n'ont pas combattu le gouvernement, n'ont pas combattu l'armée, parce que l'armée s'est effondrée. Sans combattre, ils ont pris Damas. Je ne sais pas à quel point ils sont capables de se battre pour Damas, sur le terrain, contre le Hezbollah. Les combattants du Hezbollah, nous les connaissons. Ils s'entraînent et se battent depuis très longtemps. Et ces gens-là, nous ne savons pas grand-chose de leur histoire, ni de leur système d'entraînement en Occident. Je suis d'accord avec vous. Ils représentent un facteur inconnu à cet égard, dans ce domaine précis. Sinon, je pense qu'ils sont plutôt bien connus. Ce sont Al-Qaïda, Daesh et d'autres groupes du même genre. Et on peut se demander s'ils ont vraiment eu une révélation et changé d'avis, ce qui m'amène à dire que vous pourriez provoquer un développement que vous regretteriez amèrement si vous les lanciez contre le Hezbollah sur le flanc, pour ainsi dire, pendant qu'Israël les affronte de face et que tout à coup, ils décident de rejoindre le Hezbollah contre vous. Parce que cela, à mes yeux, serait une évolution tout à fait logique. Très logique. Après tout, il s'agit de musulmans d'un côté et de juifs de l'autre. Et même s'il existe des modus vivendi qui se sont développés à cet égard, ils ne tiennent pas forcément quand on tue des musulmans sous leurs yeux. Peu importe, chiites, sunnites, peu importe. La mort d'Ali Khamenei a plus ou moins démontré qu'on peut obtenir une unité dans le monde islamique, au-delà des clivages confessionnels, si l'on commet un acte aussi odieux. Oui, Donald Trump pense qu'il peut mettre fin au conflit dès qu'il le décide. Mais ce n'est pas le cas pour le gouvernement iranien. Ils affirment qu'ils estiment avoir le plus d'influence tant que la guerre se poursuit.
Et voici ce que Donald Trump a dit à propos du délai qu'il envisage pour ouvrir ce commerce avec eux. President, for when cargo ships can safely go through the Strait of It won't be, I don't believe, too long. We're knocking the hell out of the Je ne pense pas que ça prendra très longtemps. Nous frappons très fort la côte, c'est essentiellement la côte et la mer, et cela ne prendra pas trop de temps. Les États du Moyen-Orient, y compris Israël d'ailleurs, qui a été formidable, nous aident beaucoup. Oui. That last statement was a lie. They are not- Cette dernière déclaration était un mensonge. Ils ne nous aident pas beaucoup. Il y en a un ou deux, comme ce vassal, ce collabo Jordan, qui, tu sais, nous aide. Mais même là, on m'a dit, je ne sais pas de source sûre, mais on me l'a dit par une source assez fiable, que le coup porté au radar en Jordanie a été assez important et a impressionné beaucoup de gens. Déprimé serait peut-être un mot plus juste. Donc ils y réfléchissent à 2, voire 3 fois avant de faire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'ils aient encore frappé quoi que ce soit en Égypte. Du moins, je n'en ai pas entendu parler. Et l'Égypte garde un peu ses forces en réserve. And Egypt's kind of keeping its powder dry. But that was a lie. And then Mais c'était un mensonge. Et puis l'autre aspect de ce qu'il a dit là, que nous contrôlons la situation, que nous dévastons l'Iran, et qu'il ne faudra pas longtemps avant que les détroits rouvrent et que tout circule à nouveau, c'est tout simplement des conneries. Des conneries de Trump. Maintenant, savoir s'il invente tout de A à Z, comme il a tendance à le faire, ou s'il est conseillé de cette manière, je ne peux pas le déterminer, du moins pas pour l'instant. Pour ça, je ne peux pas imaginer que quelqu'un de sûr de lui dise « Donc, je dois croire qu'il fait ce que Trump fait habituellement. » Il sort ça de son derrière. Tu sais, Larry, ce qui est dangereux avec Donald Trump, c'est que, d'une certaine manière, quand tu l'écoutes, on a l'impression que ce type est complètement déconnecté de la réalité. Et il essaye d'inventer des choses, tu vois? Je ne sais pas. Peut-être qu'il reçoit de fausses informations. Et quand il s'agit de l'IA, il dit que toutes ces personnes dans les rues en Iran sont de l'IA, qu'ils ont produit des images générées par l'IA. Il faut être complètement, tu sais, wastes maridini, afliso. Disconnected with reality to argue that. He is very reminiscent in Il me rappelle beaucoup, en général, pas dans les détails, mais dans l'ensemble, Biden vers la fin de sa dernière année, presque comme s'il était atteint de démence. Maintenant, il a des moments, comme lors de ses conférences de presse, où il semble un peu plus maître de lui, à la fois physiquement, dans son corps et dans sa façon de parler, que d'autres fois. Je l'ai vu se diriger vers l'avion et faire des commentaires, ou en descendre, ou sortir de l'hélicoptère en parlant. Et je me demande parfois si quelqu'un ne devrait pas le retenir, parce qu'il a l'air sur le point de s'effondrer. On dirait qu'il va tomber raide mort là, sur le tarmac ou sur l'herbe, tant il paraît désordonné, incontrôlé, et pas du tout en forme physiquement. Je ne sais pas comment ils arrivent à le stimuler pour ces moments-là, comme ces conférences de presse où il semble capable de se maîtriser. Bien que parfois, comme vous l'avez sans doute remarqué, il a l'air, vous savez, d'un bébé ou de quelqu'un qui vomit sur ses genoux. On m'a dit qu'il ne vaut mieux pas se tenir trop près de lui, car l'odeur autour de lui est infecte. Je ne dis pas cela pour le ridiculiser personnellement. Je dis simplement que je ne suis pas sûr qu'il ait toujours le contrôle de toutes ses facultés, surtout mentales. Mais quand il se met en mode performance, pour une conférence de presse ou quelque chose du genre, ou lorsqu'il rencontre quelqu'un d'important, il peut dire des choses qui restent complètement absurdes. Et cela fait simplement partie de son mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'il est. C'est un escroc. Il ment pour vivre. Il triche pour vivre. Il trompe pour vivre. C'est ce qu'il est. Cela me ramène à toutes ces fois où je suis allé à New York, entre sa première campagne et cette présidence. Je prenais des taxis,
On apprend toujours beaucoup sur les gens grâce aux chauffeurs de taxi. Et à New York, c'est particulièrement vrai, car la ville compte beaucoup d'étrangers qui conduisent des taxis, des personnes cherchant à obtenir leur citoyenneté, une carte verte ou autre chose du genre. Oui, mais pas comme à Washington, D.C. Je n'ai jamais pris un taxi à Washington, D.C. qui n'ait pas été conduit par un Somalien, un Pakistanais, un Indien ou quelqu'un d'un autre groupe. Et souvent, ils ont un doctorat de leur pays d'origine et ils peuvent vous parler sans fin. À New York, on tombe souvent sur des New-Yorkais et je leur parlais de Donald Trump. Ils le détestaient profondément. Ils n'avaient pas un mot aimable à son sujet. Ils disaient que c'était un escroc. Ils disaient que c'était un arnaqueur. À plusieurs reprises, alors que je me rendais à Great Neck, un chauffeur de taxi très très bavard m'a dit qu'il était mafioso et qu'il le savait parce que son frère l'était. Son frère lui avait raconté que Donald Trump avait rencontré des membres de la mafia. Donc Donald Trump est détesté par les New-Yorkais qui comptent, ceux qui à ce niveau-là font réellement tourner la ville. Ils le détestent profondément. J'ai donc su immédiatement, rien qu'à partir de cette conversation informelle et de mes nombreux séjours à New York, qu'il n'était pas le genre de personne qu'on voudrait voir président des États-Unis. Et cela m'a été confirmé des centaines de milliers de fois depuis qu'il est président. C'est un escroc. C'est un mafioso. C'est un gangster. Voilà qui est notre président Nima. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour s'en rendre compte, car ton homme, je crois qu'il a précédé Lula, l'était aussi. Il l'est toujours. C'est un gangster capitaliste, peut-être. Mais Trump l'est aussi, un gangster capitaliste. C'est un capitaliste prédateur par excellence. Il se spécialise simplement dans l'immobilier plutôt que dans la banque. Voilà qui est notre président. Les Américains doivent se réveiller. Larry, compte tenu de la guerre en Ukraine, de la guerre économique avec la Chine depuis 2010, de la nouvelle guerre tarifaire pendant l'administration Trump, et maintenant du conflit croissant entre l'Iran et les États-Unis, les guerres impliquant la Russie, la Chine et enfin l'Iran. Voici la question. Que se passe-t-il dans ce monde? Tu sais, il y a un nouvel article dans le Financial Times intitulé « L'ère de la domination américaine dans la guerre économique est terminée ». Il soutient que les actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz illustrent la réalité d'une guerre économique multipolaire. Pendant des décennies, les États-Unis ont dominé les sanctions et utilisé la pression financière comme arme stratégique. Désormais, d'autres puissances, dont l'Iran et la Chine, peuvent employer des outils similaires en réponse à une escalade. Ce tableau te semble-t-il exact? Is this picture accurate in your opinion? I think it is, and I think it's just going to worsen. Je le pense et je crois que cela ne fera qu'empirer pour nous, l'Empire américain. On peut en voir un exemple composite dans le fait que... Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Si l'on vous demandait quel est aujourd'hui le pays le plus important au monde, d'un point de vue économique et sécuritaire, pour l'Empire, quel pays nommeriez-vous? Katsure Sund. Just one? Juste un. Sege Sang. Okay, I'd say China. All right, I'd say China because China D'accord, je dirais la Chine. becoming a replacement. Je dirais la Chine parce que la Chine est en train de devenir notre remplaçante. Très bien. Alors avec qui vient-il de reporter ou même d'annuler une réunion? Le dirigeant de ce pays. Et pourquoi? Parce qu'il est en guerre. C'est ce qu'il a dit. Ça ne te dit rien. Tu es en guerre avec un pays qui ne représente absolument aucune menace pour les États-Unis d'Amérique. Et à cause de cette guerre, tu annules une réunion avec un homme qui est essentiel à la sécurité de l'Amérique. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est ridicule. C'est une évaluation de la situation mondiale qui donne envie de vomir. Cela signifie que notre président n'a aucune idée de ce qui se passe. It means our president has no idea what is going on. Now,
The way you should answer that, Nima, Alors, la façon dont tu devrais répondre à cela, Nima, si tu es un génie géopolitique et géostratégique, c'est de dire non, tu ne comprends pas les gens derrière Donald Trump. Peut-être pas Trump lui-même, mais les personnes qui le dirigent réalisent ce que tu viens de dire. Ils utilisent l'Iran et la guerre là-bas pour s'en prendre à la Chine, pour tenter d'arrêter l'initiative la plus dangereuse des nouvelles routes de la soie que la Chine mène, celle qui passe par l'Iran, remonte le golfe Persique et atteint le Caucase. C'est donc cela le jeu, le grand jeu de retour avec de nouveaux acteurs, dont le plus en vue est les États-Unis, qui font maintenant la guerre à l'Iran, non pas pour faire la guerre à l'Iran, mais pour faire la guerre à la Chine. Je peux accepter cette idée, mais je ne crois pas que cette administration ait la lucidité de le savoir. L'Iran a simplement le désavantage de se trouver sur le chemin. Ce que nous visons vraiment, c'est la Chine. Je pourrais croire cela. Si Donald Trump sortait et disait cela au peuple américain, je pourrais le croire. Je ne croirais pas forcément que faire la guerre à l'Iran soit la solution pour y parvenir. Mais je comprends le but géostratégique de s'en prendre à la Chine si l'on estime qu'elle est hostile à ses intérêts, au point qu'il est impossible de traiter avec elle. Voyez, c'est là que je diverge. C'est là que George H.W. Bush divergeait. C'est là que même George W. Bush divergeait. Il pensait qu'il valait mieux traiter avec la Chine sur le plan économique, rivaliser avec elle sur ce terrain, plutôt que de faire la guerre. Ce n'est pas ce que pense Biden. Et je ne crois pas que ce soit ce que pense Trump non plus. Mais je sais que les gens derrière lui n'y croient pas. Ils pensent qu'une guerre avec la Chine est inévitable, qu'il vaut mieux les affronter indirectement. Le premier théâtre sur lequel ils se sont mis d'accord, c'était la Russie et l'Ukraine. Cela n'a pas très bien fonctionné, alors ils se sont maintenant tournés vers l'Iran. Le théâtre actif, cependant, est bien plus vaste, car ils sont en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie. Ils sont présents dans tous les pays périphériques de la Russie qu'ils pensent pouvoir lui compliquer la tâche, essayant de fomenter des rébellions, de pousser de nouvelles politiques. Ils sont très présents en Géorgie, à Tbilissi. Mais l'Iran est désormais le théâtre actif, le flanc sud, si l'on veut, de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Ils essayent d'arrêter la Chine. C'est logique. Ce qui ne l'est pas, c'est la manière dont nous nous y prenons. Il se passe quelque chose de plus profond aux États-Unis. Même pendant la guerre en Ukraine, nous avons appris par exemple de Scott Ritter, qui disait qu'il n'y avait pas de véritables analystes de la Russie aux États-Unis. Mais à mon avis, quand j'ai vu ce qui se passait avec le conflit avec l'Iran, et maintenant la guerre contre l'Iran, même ces personnes qui sont en partie iraniennes, des Irano-Américains, tu sais, des gens que je connais, et que je ne veux pas nommer, parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Ils ne connaissent pas l'Iran, Larry. Scott, tu sais comment j'ai vu cela le plus clairement? Connais-tu Khosrow Semnani? C'est un milliardaire iranien. On m'a dit qu'il possédait près de 95% du secteur des déchets nucléaires à l'ouest du Mississippi, principalement des déchets nucléaires et des activités connexes. C'est un multimilliardaire qui vit à Salt Lake City. Je l'ai rencontré à une époque où Trita Parsi et moi essayions de convaincre la communauté iranienne d'Amérique, des gens que nous connaissions bien, Khosrow en faisant partie, de nous aider à faire adopter le JCPOA. Et j'ai alors compris, surtout en travaillant avec Trita, en parcourant le comté d'Orange en Californie et d'autres endroits où vivaient des Irano-Américains très fortunés, qu'il existait une très grande diversité d'opinions et de points de vue. La plupart d'entre eux ne voulaient pas de guerre, mais ils voulaient la chute du régime. Ils étaient prêts à faire à peu près n'importe quoi, sauf la guerre, pour s'en débarrasser, y compris pour certains,
soutenir les moudjahidines du peuple, le MEK, et appuyer d'autres groupes dissidents iraniens avec de l'argent et d'autres moyens. Khosrow, par exemple, se situait quelque part au milieu. Il disposait d'une licence générale de l'OFAC, au sein du département du Trésor, pour envoyer chaque année un navire entier de fournitures humanitaires, nourriture et tout le reste, vers l'Iran, et cela avait été approuvé. Je crois que le navire accostait à Chabahar ou à Bandar Abbas, quelque chose comme ça. La cargaison était déchargée, et vous savez, les Iraniens recevaient ce dont ils avaient besoin. Ils sont descendus de ce navire, et ils transportaient toute une série de fournitures médicales que l'Iran avait du mal à obtenir à cause des sanctions et de ce genre de choses. Il faisait donc ce type de travail. Mais même lui était partagé quant à savoir qui il soutiendrait et ce qu'il soutiendrait pour renverser le régime. Tout cela pour dire que ce que j'ai découvert, du moins pour ma propre compréhension, c'est que aucun d'entre eux ne savait vraiment de quoi ils parlaient, concrètement. Ils étaient tellement déconnectés de l'Iran qu'ils avaient quitté, généralement vers 1967, 1968 ou 1969, et de l'Iran qui existe aujourd'hui, surtout de celui qui a émergé de la longue et amère guerre contre l'Irak. Ils ne l'avaient tout simplement pas compris. Ils en étaient restés à l'époque du Shah, ou juste après. Donc je ne sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que je vous dirai ceci. Ne prenez pas de conseils de ces gens-là. Ne prenez conseil d'aucun d'entre eux, sauf des quelques-uns que nous avons rencontrés et qui soutenaient réellement le peuple iranien, et qui disaient en substance que si la démocratie ou une meilleure forme de gouvernement devait venir en Iran, ce serait au peuple lui-même de l'obtenir, pas à des étrangers. Il y en avait pas mal qui pensaient ainsi, des dentistes, des médecins et d'autres, des Irano-Américains aisés qui partageaient ce point de vue. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont donné le plus d'argent à Trita. And incidentally, they gave the most money to Trita. Larry, comparé à l'Iran pendant la guerre Iran-Irak, la population en 2026 est environ 2 fois plus importante qu'à l'époque. La production alimentaire en Iran aujourd'hui est à peu près 8 fois supérieure à ce qu'elle était durant cette période. Ils produisent beaucoup plus de nourriture maintenant. C'est l'une des raisons pour lesquelles il manque d'eau. Mais en ce qui concerne l'eau, Larry, ils dépendent à moins de 2% du dessalement. Oui, je savais que c'était pas un gros coup, mais ce que j'entends de la part des spécialistes du climat, des gens totalement neutres quant à qui dirige quoi, etc., c'est qu'en raison de leur manière de pratiquer l'agriculture, ils disposent d'incroyables réservoirs d'eau. Ce ne sont pas tout à fait comme nos nappes phréatiques, mais c'est à peu près la même chose en termes d'approvisionnement en eau provenant des profondeurs du sol. À cause de leurs méthodes agricoles, ils les ont vraiment épuisées au cours des 30 dernières années. Et ils envisagent la possibilité que le climat les frappe durement, si ce n'est pas déjà le cas. Et tout cela est lié, tu sais, à la même chose que nous faisons dans notre pays. Simplement drainer pour cultiver, tu vois. Mais après tout, Larry, ce que je voulais dire, c'est que lorsque je suis retourné en Iran après plus de 12 ans, j'ai vu un pays économiquement plus fort. Les villes s'étaient totalement transformées. Elles étaient bien plus belles, et tout était. Pescarid se serge de manque en marb. Ouais! Oui, des sites historiques, millénaires, voire plus anciens encore. Nous sommes en train de les bombarder. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'Iran a été envahi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il a été envahi par des pays étrangers et des occupants. Aujourd'hui,
Je critique ceux qui affirment que l'Iran est plus faible qu'avant, qu'il y a 10, 12 ou 20 ans, l'Iran était bien plus fort. Quand je suis revenu, j'ai vraiment eu le sentiment que l'Iran est dans une position bien plus solide aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils se sentent si à l'aise de poursuivre la guerre. Cette confiance ne vient pas de la faiblesse. Elle vient de la certitude qu'ils ont en leur propre capacité. Je suis d'accord. Et regarde ce que nous avons fait. Nous en parlions hier. 2 personnes avec qui j'enseignais autrefois. L'un est géologue et l'autre historien. Et le point sur lequel nous étions tous d'accord, c'est que ce que nous avons fait, en essence, c'est créer un pays qui, comme tu l'as dit, devenait chaque jour plus puissant, plus cohésif et plus uni. Et nous l'avons amené à ce stade encore plus tôt qu'il ne l'aurait atteint naturellement. Nous allons le regretter amèrement, car ils vont nous combattre jusqu'à la mort. C'était la mauvaise approche. Tu sais, une autre personne, un anthropologue, a dit « Écoute, je vais et je viens en Iran depuis 30 ans, et je peux te dire dès maintenant que les mouvements naissants du peuple iranien pour un meilleur gouvernement allaient triompher. » Ils allaient triompher. Tout ce qu'il fallait faire, c'était les laisser tranquilles, les soutenir de toutes les manières possibles, tant que ce n'était pas orienté par la CIA ou le Mossad. Que voulez-vous dire par soutenir? Eh bien, je veux dire que s'ils demandent de l'aide pour les médias, pour les journaux ou quelque chose de ce genre, vous leur offrez de l'aide. S'ils demandent de l'aide pour l'agriculture, vous leur offrez de l'aide. S'ils demandent une aide d'urgence à cause d'un tremblement de terre, comme celui qu'ils ont eu à Bam en 2003, vous leur offrez de l'aide. Mais vous ne donnez pas l'impression de vouloir changer leur régime. Vous les laissez faire, vous voyez. Je pense que c'est juste. Oui, c'est juste. Ce n'est pas ainsi qu'il faut aborder les autres pays, l'Iran ou n'importe quel autre pays. Larry, avant de conclure, nous savons que le système de défense aérienne ne fonctionne plus comme au début de la guerre et qu'Israël se trouve, d'une certaine manière, dans une situation désespérée. Beaucoup de gens soutiendraient qu'Israël pourrait devenir, eh bien, vous savez, nucléaire. Il pourrait utiliser des bombes nucléaires contre l'Iran. Il pourrait passer au nucléaire. Et voici ce que Donald Trump a dit à propos d'Israël utilisant l'arme nucléaire. David Sachs a déclaré l'autre semaine que les États-Unis devraient, je cite, « déclarer la victoire et se retirer de la guerre contre l'Iran ». Il a également averti que si le conflit s'intensifiait, Israël pourrait envisager d'utiliser une arme nucléaire. Vous a-t-il fait part de cette évaluation? Oh oui. Israël ne ferait pas ça. Israël ne ferait jamais ça. Et oui, il y a une théorie, tu les frappes jusqu'à l'enfer, puis tu t'en vas, et il leur faudra 10 ans pour se reconstruire, sans jamais retrouver ce qu'ils ont maintenant. J'imagine que c'est une autre théorie. Mais nous voulons que cela se termine, pour qu'un autre président n'ait pas à s'en occuper. Écoutez, pendant 47 ans, aucun président n'a voulu faire ce que je fais. Ils auraient dû le faire il y a longtemps. Cela aurait été bien plus facile. Aucun président n'a voulu le faire. C'est le même type qui a dit « Vous n'aurez pas une nouvelle guerre au Moyen-Orient avec moi ». Et maintenant, il est en plein milieu d'une nouvelle guerre avec l'Iran. Il dit qu'Israël ne va pas. Eh bien, je pense que nous devons y aller. Personne ne croirait ce dont Donald Trump parle. Tu sais ce que je lui aurais dit sur le champ si j'avais été en face de lui quand il a dit ça? Je lui aurais dit, « Pourquoi pensez-vous, Monsieur le Président, que 47 ans de président ne l'ont pas fait? Y avez-vous réfléchi? Vous sous-entendez qu'ils étaient lâches. Vous sous-entendez qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, alors que vous, si. Vous sous-entendez que vous êtes le plus intelligent et que tous ces présidents au cours de ces 47 années,
et je peux remonter jusqu'à Dwight Eisenhower si vous voulez, vous sous-entendez qu'ils étaient stupides ou lâches ou les deux. Vous voulez que je croie que vous êtes le plus malin dans ce que vous faites. Dites-moi, pourquoi pensez-vous qu'ils ne l'ont pas fait? Ils resteraient sans voix. Non, il inventerait tout un tas de mensonges. Mais c'est à quel point ce qu'il vient de dire est stupide. Eh bien, on pourrait dire, comme vous venez de le sous-entendre, que vous étiez plus intelligent, Monsieur le Président, quand vous vous présentiez à la présidence, parce que vous aviez dit ceci, et permettez-moi de vous citer, et on pourrait vous citer 20 ou 30 fois, plus de guerre au Moyen-Orient, plus de ceci, plus de cela au Moyen-Orient. Pourquoi avez-vous changé d'avis, Monsieur le Président? Puis-je suggérer que la raison pour laquelle vous avez changé d'avis, c'est la force de persuasion de ce petit crétin qu'on appelle Bibi Netanyahou, parce qu'il y avait tellement d'argent dans vos caisses, et parce qu'il en sait beaucoup sur vous à cause d'Epstein. Ce type ne sait même plus mentir correctement. Enfin, il n'a jamais vraiment su mentir très bien, mais maintenant, c'est devenu carrément flagrant. C'en est presque douloureux à entendre. Larry, as-tu déjà réfléchi à l'éventualité qu'Israël utilise des bombes nucléaires contre l'Iran et à la réaction que cela provoquerait? Quelles en seraient les conséquences pour Israël? Je pense que nous avons maintenant un scénario totalement nouveau, Nima, en réalité. Certains d'entre nous y ont beaucoup réfléchi. Une seule bombe ne ferait pas grand-chose. Donc, si tu conseillais militairement Netanyahou, et il a des conseillers militaires de ce genre, tu recommanderais plusieurs armes. Tu n'en utiliserais pas qu'une seule. Une seule ne servirait pas à grand-chose, dans un pays aussi vaste, à moins de te convaincre de la larguer sur Téhéran ou quelque chose de ce genre. On espère et on prie pour que cela n'arrive jamais. Ce serait un crime de guerre d'une ampleur inimaginable. Cela scellerait probablement le sort de Netanyahou devant la cour, sinon ailleurs aussi. Donc si tu voulais les utiliser de manière militairement efficace, tu en utiliserais plusieurs, peut-être une douzaine ou plus. Et vous les utiliseriez dans des zones clés où vous saviez que l'effet ne serait pas trop accablant pour vous en termes de presse par la suite. Et vous sauriez que vous vous procuriez un certain avantage ou succès militaire, en particulier en détruisant des sites de missiles balistiques ou quelque chose de ce genre. Notre conclusion a donc été que, si vous aviez de bons conseils militaires, vous ne vous contenteriez pas d'en déployer quelques-uns, comme il le faisait en 1973, en prévoyant de les larguer sur la 3e armée égyptienne, et les Russes, les Soviétiques à l'époque, ce qui nous a vraiment inquiétés et nous a poussés à intervenir. Ils le feraient de manière beaucoup plus étendue. Nous n'aurions pas seulement une bombe qui exploserait, nous en aurions une douzaine environ. Et alors nous nous sommes demandé, qu'est-ce que cela signifierait? Cela reviendrait vraiment à libérer le génie de la bouteille, car cela soutiendrait ceux, dans ce pays, les jeunes par exemple, qui ne savent rien du projet Manhattan, ni du Japon, ni de l'histoire de ces armes. Ils les perçoivent uniquement sous un angle technologique. Cela conforterait leur idée selon laquelle nous les avons achetés, nous les finançons, et à un coût énorme. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas les utiliser? Ce serait ouvrir un tout nouveau régime de guerre, à notre avis. Ce serait dire au monde, « Oh, regardez, voyez, elles ont été utilisées là-bas. » Nous aurions des conséquences terribles, peut-être. Surtout s'il s'agit d'explosions aériennes plutôt que d'explosions au sol, qui provoquent beaucoup de radiation. Pensez à Tchernobyl, par exemple. De nombreux Tchernobyl. Ce serait une évolution horrible, une évolution horrible. Et pourtant, ça a un certain sens, d'un point de vue strictement militaire. On ne voudrait pas en utiliser un seul, et on ne voudrait pas l'utiliser sur une ville.
On voudrait les employer efficacement sur le plan militaire, et on voudrait en utiliser beaucoup. C'est une évolution terrible. Mais je ne mets rien hors de portée de Bibi, vraiment rien. Surtout s'il pense que la situation devient si désespérée qu'il doit porter un coup décisif pour modifier le rapport de force, changer complètement l'apparence de la victoire ou de la défaite. Je crois que je t'ai dit que Haaretz avait ce titre, non? Le titre disait « Tout ce que l'Iran a à faire pour gagner, c'est de ne pas perdre. » L'Iran et les États-Unis, eux, doivent obtenir une victoire trumpienne pour gagner. Tu vois, ils doivent atteindre ce type de victoire pour l'emporter. Donc c'est une mauvaise situation. Je pense, Larry, d'après ce que j'ai entendu de la part des responsables iraniens, qu'ils envisagent également ce scénario. Ils ont dit qu'ils savaient comment réagir. Je ne sais pas quelle serait cette réponse. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur armée, dans leur arsenal. Cette cinquième catégorie de missiles. Cette dernière catégorie de missiles, ceux qui atteignent Mach 3 ou Mach 4, et la manière dont Israël pourrait survivre à ce type d'attaque, cela pourrait être, vous savez. Et Dimona, s'ils attaquent Dimona, alors ce n'est pas seulement, vous savez, c'est totalement... La situation devient d'une complexité extrême s'ils vont aussi loin contre l'Iran. Nima, je ne serais pas du tout surpris si Israël avait déjà dispersé son arsenal nucléaire sans en informer personne, ni nous, ni qui que ce soit d'autre. Probablement seulement un très petit groupe d'Israéliens au courant de ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'il faudrait, ce serait 1 ou 2 abris souterrains ici et là, les isoler, mettre des panneaux, ne pas entrer, zone interdite, peu importe, ce que les Israéliens savent très bien faire, puis y entreposer les bombes, ou les missiles, peu importe. Je pense qu'ils ont en fait développé un missile de type croisière qu'ils peuvent tirer depuis leurs sous-marins. Netanyahou l'a plus ou moins admis à l'occasion, dans des remarques un peu désinvoltes, en disant qu'il pouvait aussi les lancer depuis des sous-marins. Donc je pense qu'il est probable qu'ils aient développé cette capacité. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un véritable missile balistique comme les nôtres, les Trident ou autres. Je pense qu'il faut faire surface avec le sous-marin et le tirer depuis la plateforme, un peu comme un Tomahawk avec une ogive nucléaire. Kind of like a tomahawk with a nuclear warhead. Parce que tout ce que l'Iran aurait à faire, ce serait de frapper Haïfa et Tel Aviv. Ils s'en sortent plutôt bien pour le moment. Je veux dire, les scènes que j'ai vues sont assez horribles. Vous savez, ils ont frappé les installations pétrolières à Haïfa. Je ne sais même pas si elles sont encore opérationnelles. Merci. Merci, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais que nous ayons de bonnes nouvelles à annoncer. Comment vont tes enfants? Ils s'en sortent bien? Ils vont bien? Lisa, c'est positif. Merci, Larry. Dis à Bolsonaro que je lui ai passé le bonjour. Tell Bolsonaro I said hello. À vendredi. Ouais, prends soin de toi. Larry et moi, hein. Oui, exactement. À tout à l'heure. À bientôt. Au revoir.